Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro d'Once dit tout. Dans la perception et l'imaginaire collectif, être surdoué, c'est être le maître de la situation, c'est être doté de pouvoirs quasi magiques qui vont rendre tout le quotidien plus simple, voire même hors norme. Mais qu'en est-il en réalité? Pour aider ces enfants à vivre leurs différences comme une vraie richesse, il est indispensable que leur entourage les comprenne et les accompagne. Et c'est le but de notre rendez-vous d'aujourd'hui. À très vite pour les détails. À très vite, à vrai dire, à tout de suite plutôt, puisqu'on est installé pour parler de ce sujet. Je suis avec deux spécialistes, une psychologue et une neuropsychologue. Fadoua Barada, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir. Pareil pour moi. Vous êtes psychologue clinicienne. Stéphanie Francom, bonjour. Bonjour. Vous êtes neuropsychologue. Merci beaucoup, mesdames, d'être là, de coupler vos spécialités pour nos téléspectateurs. Alors, vraiment, on se dit, un enfant surdoué, c'est la tranquillité totale, c'est des super bonnes notes, c'est l'avenir tout tracé, c'est l'avenir de leader tracé. Mais en préparant l'émission, je me suis rendu compte que la surdouance était accompagnée de véritablement un lot de fragilité, de mal-être. Oui. Peut-être pas pour tous, oui. Justement, on va nuancer. Et donc, c'est important d'en parler. Alors, d'abord, on va voir avec vous, Fadoua, si vous le permettez, la différence entre surdoué et enfant précoce. Un enfant surdoué et un enfant précoce, est-ce que c'est la même chose? Écoutez, d'abord, je vais commencer par, disons, au niveau vocabulaire, d'accord? Okay. Quand on parle d'un enfant surdoué, il y a de la douance derrière, il y a le mot doué, et donc c'est comme un don de Dieu, d'accord? Oui. Donc on est plutôt dans une connotation plutôt de l'inné, d'accord? C'est-à-dire on est déjà avec un capital ou un don particulier dans un certain domaine, d'accord? C'est ça. Quand on parle des enfants précoces, il y a la connotation, disons, de l'acquis, c'est-à-dire c'est un enfant qui est en décalage par rapport à la norme des enfants de son âge, c'est-à-dire qu'il est en avance dans la courbe d'apprentissage, d'accord? Mais finalement, doué, enfin surdoué, au potentiel, les zèbres, les sentinelles, toute cette domination-là verse vers la même chose, effectivement. C'est des enfants particuliers qui ont une intelligence particulière avec une configuration de l'intelligence neuronale assez spéciale. D'accord. De toute façon, on a créé tout ça. Disons, parce que quand on parlait beaucoup des enfants surdoués, ça créait beaucoup d'écart entre les enfants dits normaux ou ordinaires, d'accord? Ils auraient une forme de supériorité. Oui, exactement. Pour diminuer l'écart ou pour qu'on trouve un vocabulaire moins connoté et creuser moins l'écart entre eux et les enfants ordinaires, on les a appelés sentinelles, zèbres et tout ça. Mais bon, ça verse vers la même chose. Vers la même finalement. chose, c'est un potentiel particulier. Oui, c'est une configuration, disons, cérébrale particulière. Différente. Oui. Différente, oui, parce que selon l'imagerie, parce que maintenant on peut faire des IRM et voir ce qui se passe effectivement dans le cerveau à l'instant T. On remarque que les enfants au potentiel ont 2 fois plus de connexion au niveau cortex préfrontal que les autres enfants. Ce dont on avait parlé la dernière fois? Oui. Par rapport à cette plasticité oui, effectivement, ils ont plus de réseaux, de réseaux neuronaux, plus de connexions. Ils font d'une rapidité, disons, entre le cerveau droit et le cerveau gauche, c'est-à-dire le cerveau rationnel et émotionnel, et une connexion extrêmement rapide, ce qui donne cette particularité. Ok, mais ils naissent comme ça? Oui, ils naissent comme ça. Ils naissent comme ça, et généralement, par exemple, en consultation, quand on reçoit des enfants au potentiel, on cherche toujours est-ce qu'il y a une hérédité derrière. Donc, généralement, on trouve une tante, un oncle, un papa ou une maman qui a été mal diagnostiqué parce que les choses n'étaient pas aussi exactement, elles n'étaient pas évoluées. Précises, ouais. Et donc, le papa souvent me dit, je me retrouve dans mon fils. Il y a quelque chose en lui qui me rappelle mon enfance. Mais en même temps, dans ce cas-là, je ne veux pas diminuer de leurs compétences, au contraire, mais puisque c'est de l'inné, ils naissent comme ça, et ils n'ont pas de crédit, en fait, à être comme ça. C'est-à-dire, ils n'ont rien fait pour le devenir. Ça n'en fait pas forcément des êtres supérieurs. Ils n'ont rien fait pour le devenir, mais c'est ça, c'est quelque chose c'est une particularité, disons c'est une particularité. Bien sûr, si ces enfants-là sont stimulés, ils trouvent un environnement bienveillant, compréhensif, qui va les accompagner dans leur spécificité, c'est bien, d'accord. Mais dans le cas contraire, ce sont des enfants qu'on retrouve bien sûr en échec scolaire. Souvent
Pas souvent, mais quand ils ne sont pas accompagnés, quand ils ne sont pas compris dans leurs conditions, quand on n'est pas allé, les parents ne sont pas, ou l'équipe pédagogique qui les suit ou à l'école n'est pas à l'écoute de leurs souffrances, parce que c'est généralement un enfant qui dit que je m'ennuie à l'école, je n'apprends rien. Donc il y met à l'écart. Et généralement, c'est un enfant qu'on dit qui est têtu, qui n'écoute pas et qui un petit peu dévalorise l'autorité de la maîtresse parce qu'il a tendance à questionner la maîtresse plusieurs fois, à ne pas faire la consigne s'il ne comprend pas exactement ce qu'on lui demande. Donc tout ça, donne l'impression d'être quelqu'un de décalé, qui ne veut pas, qui a tête dure, mais c'est tout à fait le contraire. En fait, il y a plusieurs profils aussi d'enfants surdoués. Il y en a ceux qui ont un profil homogène et ceux qui ont un profil hétérogène, pour lesquels, en fait, ils vont avoir un développement social ou des interactions avec les autres qui est différent de leur développement intellectuel. Et on a pour qui c'est assez homogène, qui ont un bon développement social, un bon développement intellectuel. Et on dit qu'en fait, ces enfants qui ont un profil homogène ont plus de chances de réussir. Et ça donne par exemple en classe des enfants qui sont performants, qui ont de bons résultats et qui savent s'adapter. En revanche, ceux qui ont un profil hétérogène peuvent être aussi en échec scolaire, peuvent aussi avoir ce qu'on appelle des troubles associés, parce qu'en fait, on peut avoir un haut potentiel et en même temps avoir des troubles des apprentissages, ne serait-ce qu'une dyslexie ou une dyspraxie. Et donc, à ce moment-là, comment on sait que cet enfant est surdoué, c'est un enfant à haut potentiel, alors qu'on va dire ce potentiel est caché derrière tous ces troubles 10, puisque finalement, quand on parle d'enfants à haut potentiel, c'est par rapport surtout aux résultats scolaires. Oui. C'est ça, En fait, pas forcément, plus maintenant. Parce que, excuse-moi Stéphanie, je t'ai interrompu, plus maintenant, parce que maintenant, l'information s'est un peu vulgarisée, d'accord ? Ça existe partout sur Internet, les formations se font, les psychologues sont de plus en plus formés à cette condition-là. Et, disons, en consultation, on sait exactement que malgré, disons, la plupart qui viennent consulter sont en échec scolaire, parce que si c'était pas en échec scolaire, ils n'auraient pas consulté. Mais nous, on a nos moyens pour détecter. Surtout des tests neuropsychologiques. Nos tests neuropsychologiques. Exactement, qui détectent cette hétérogénéité, cette manière d'être différente, d'accord. Et c'est ce qui fait qu'on détecte les enfants. Donc une fois fait qu'on a ce diagnostic posé en fait par nos tests neuropsychologiques, on peut se dire effectivement il y a un haut potentiel. Après, en fonction des difficultés dont vont nous parler les parents ou bien les enseignants, on va peut-être creuser et voir que il y a un chiffre qui atteste effectivement qu'il y a une précocité. C'est le QI. Le QI, le fameux QI, mais pas que. Il ne faut pas que prendre en considération le QI, parce qu'ils ont un mode de fonctionnement qui est particulier, ils peuvent avoir un langage très élaboré, une grande curiosité, de grandes capacités en mémoire, une facilité à saisir les informations et à les mémoriser, ce qui fait que, comme disait Fédois tout à l'heure, ils s'ennuient en classe, ces enfants-là. C'est-à-dire que c'est trop facile pour eux, ils perdent leur temps, donc ils ne comprennent pas un petit peu le sens de pourquoi ils sont à l'école, en fait. Donc du coup, effectivement, ils décrochent et on les a en consultation pour effectivement échec scolaire. Mais c'est ça qu'on a du mal à comprendre, c'est que ce sont des enfants qui s'ennuient parce qu'ils ne sont pas suffisamment stimulés, parce qu'on ne leur apprend rien de particulier, mais en même temps ils décrochent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont l'impression qu'ils savent plus que les autres, mais au bout d'un moment ils sont perdus ? Non, c'est pas ça, c'est qu'ils ont une capacité de mémoire énorme, d'accord ? Ils ont une rapidité d'absorption qui est beaucoup plus intéressante que les autres enfants. C'est-à-dire, dès que la maîtresse explique une fois ou même pas, par exemple, les enfants au potentiel, généralement, apprennent à lire et à écrire avant l'âge de 5 ans. Généralement, je dis, il y a des cas exceptionnels, mais même en n'étant pas à l'école, ils apprennent par eux-mêmes. Donc, du coup, c'est sûr que disons, la répétition les ennuie énormément. Mais comment on arrive au décrochage ? Comment un surdoué arrive à avoir de mauvais résultats scolaires ? Alors, il n'y a pas, comme a dit Stéphanie aussi, c'est tout un profil. Parfois, il est homogène et c'est tant mieux pour l'enfant. Parfois, il est très hétérogène. Il y a aussi l'aspect psycho-affectif qui intervient, parce que ce sont des enfants extrêmement sensibles. Et ils peuvent, par exemple, juste après une petite bagarre ou une petite remarque désobligeante de la maîtresse ou des enfants, il peut décrocher complètement. C'est-à-dire que la sphère psycho-affective est très importante dans leur disons, développement scolaire. Du coup, parce que l'enfant, en fait, les deux hémisphères fonctionnent en même temps. C'est très rapide. Donc lui, chez un être humain, on va dire normal, ça ne fonctionne pas en même temps ? Ça dépend, mais non. C'est-à-dire un peu moins rapidement. Par exemple, quand une information rentre, il y a un input, c'est-à-dire il y a l'information rentre, il y a tout un processus de raisonnement et puis il y a la
réponse. Eux, c'est très différent. Il y a une arborescence, il y a un foisonnement d'informations qui vient. Quand l'information rentre, elle va dans tous les sens. Il y a le cerveau émotionnel qui est connecté, c'est-à-dire par rapport à une question que vous allez me poser, que vous allez poser à un enfant à haut potentiel, il va avoir une multitude de réponses et du coup, il peut bloquer sur la réponse à donner. D'accord ? Et donc, vous dites, il n'a pas compris la question. Mais non, ce n'est pas ça, c'est qu'il a 36 000 questions à vous dire. Il a tellement fait de connexions aussi rapidement qu'il ne sait plus comment choisir. D'ailleurs, on le voit aussi quand on passe les bilans neuropsychologiques dans un item qui s'appelle l'indice de raisonnement perceptif. C'est-à-dire, on leur demande de trouver les liens entre différentes images. C'est un indicateur. Quand il est faible, c'est un indicateur que l'enfant est à haut potentiel parce qu'il fait tellement de connexions et de liens entre des choses à laquelle je n'aurais pas pensé moi, par exemple, en tant qu'un être ordinaire. Et ça, ils chutent, ils ne répondent pas à la question correctement. Alors, quand vous en parlez comme ça, c'est que vous en voyez beaucoup au cabinet. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. On a eu pas mal cette semaine, n'est-ce pas, Stéphanie? Quelques-uns. C'est vrai, on a pas mal de surdoués. Oui, on en a pas mal. Au Maroc, oui, on est bien équipés. On est bien équipés. C'est-à-dire que selon les statistiques en France, pas ici, il y a un surdoué en classe, c'est-à-dire à raison de 2 à 3%. D'accord, de la population. Et en général, dans chaque classe, on ne retrouve pas forcément surdoués. Donc il y a un sous-diagnostic. Peut-être qu'ils sont sous-diagnostiqués, d'accord, parce que les parents ne viennent pas consulter, parce que l'enfant n'est pas assez, disons, accompagné. Il n'y a pas d'étayage peut-être autour aussi. Il n'y a pas d'étayage autour. Donc, mais ça n'a rien à voir avec, disons, le niveau social. Bien sûr, bien sûr. Voilà, parce qu'il y a cette composante d'inné, en fait, de génétique, en fait. C'est ça. Ouais. Oui, effectivement. Et ça n'a rien à voir aussi avec le ratio garçon-fille, c'est pareil. Absolument pas. Pareil. Mais donc, vous dites qu'on en a pas mal, des petits génies. Des petits génies, oui. Mais c'est bien ça, parce que du coup, finalement, ce n'est pas une émission qui sera perdue parmi tant d'autres. Ça veut dire que c'est une émission qui a toute sa place, enfin une thématique qui a toute sa place aujourd'hui. Effectivement, pour sensibiliser. Pour informer aussi les parents s'ils voient un des symptômes ou que ça ne va pas. Développer, c'est très important. Alors, on va y aller petit à petit. Est-ce qu'il faut attendre l'âge scolaire pour détecter, voire diagnostiquer une douance chez l'enfant? On peut faire un diagnostic de haut potentiel avant l'âge de 6 ans. Il y a des tests spécifiques qui peuvent l'attester. Après, c'est plutôt autour de l'âge de 6-7 ans, parce que c'est là que se stabilisent un petit peu en fait, les fonctions intellectuelles, qu'on pourra plus parler en fait de haut potentiel, mais ça peut se poser aussi avant. Ce qu'on remarque en fait chez l'enfant à haut potentiel, c'est effectivement qu'il a une pensée comme ça en arborescence. Il pose beaucoup de questions, il est très curieux, il est très pointu, il regarde par exemple des documentaires. Enfin, c'est un enfant qui a la recherche beaucoup de stimulation. Donc tout à l'heure, très petit. Donc en très fait, petit. Voilà. Donc, il y a le langage qui se développe très tôt en fait chez eux. Alors, on revient justement sur ces points clés. Vous dites c'est autour de 6-7 ans que l'on peut commencer à faire passer des tests. Oui. Mais c'est quoi les premiers éléments qui devraient titiller les parents, leur faire ouvrir les yeux? Parce qu'aujourd'hui, quand on entend les parents parler de leurs enfants, pour tous les parents, leurs enfants sont très intelligents. Absolument. Moi, mon enfant est intelligent. Il sait ouvrir sa tablette, il sait sortir lui-même sa musique, même quand ils ont 2 ans, 3 ans. Donc, un enfant intelligent à cet âge-là, à 2 ans, à 3 ans, ça veut dire quoi, vraiment? À 2 ans, à 3 ans? Oui. Ces premiers éléments qui peuvent mettre la puce à l'oreille. C'est un petit peu en fait le niveau du langage qu'il va avoir en fait, les termes qu'il va pouvoir employer en fait, il peut avoir il y a un nombre de vocabulaire en fonction de l'âge et ce vocabulaire il est plus important ou plus élaboré. C'est un enfant peut-être de 2-3 ans qui pourrait susceptiblement être un enfant à haut potentiel. D'accord. C'est surtout le langage. En fait, c'est un premier outil de communication. Ce sont des enfants très éveillés, très attentifs à leur environnement, d'accord. Ce sont des enfants qui sont très curieux, qui, même avant l'âge de 4 ans, peuvent poser des questions existentielles, comme la mort, comme la vie, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ils peuvent développer, disons, un intérêt particulier sur l'astrologie, les dinosaures et tout ça. Ce sont des enfants aussi qui posent beaucoup de questions et qui vont au bout des choses, de pourquoi en pourquoi, c'est-à-dire pourquoi et comment et pourquoi. Et ils sont usants. Ils sont usants. C'est des enfants qui sont très opposants parce que ce n'est pas de leur faute, en fait, c'est leur conception neuronale qui est un peu comme ça. Ils ne peuvent pas faire la chose avant de comprendre exactement pourquoi ils vont le faire et dans quel but ils vont la faire. Donc, ce sont des... En plus, il y a aussi l'ascenseur émotionnel, comme on dit. Il passe de la colère à la joie d'une rapidité énorme. Et donc, ce sont des marqueurs. D'accord. Ça doit être quand même compliqué à gérer les premières années lorsqu'ils sont tout petits, parce que vous le dites, c'est usant et épuisant pour les parents. Et en même temps,
pour nous, ça reste un bébé. Oui. Donc, c'est un bébé, on va se dire, qui est presque dans une forme de mal-être, parce que émotionnellement, il n'est pas satisfait, intellectuellement non plus. Oui. En tant qu'adulte, on ne se rend pas compte que cet enfant a besoin d'être stimulé intellectuellement. De quelle réponse a-t-il besoin? Donc, est-ce que ce sont des enfants qui risquent de développer des troubles parallèles? Oui, pareil, comme tous les êtres vivants, quoi, comme tous les êtres humains, ils peuvent développer des dépressions, des décrochages scolaires, de l'anxiété, de l'angoisse, comme tous les enfants. Des troubles du sommeil? Des troubles du sommeil, oui. À cet âge-là, petit. Oui, mais de toute façon, comme tout être qui vit un malaise, une incompréhension, d'accord, peut vivre aussi des troubles psychologiques. Ils peuvent avoir aussi du mal à se lier avec les autres individus. Oui. On ne peut pas confondre tout ça avec les troubles du spectre autistique? Il peut y avoir, ça se ressemble. Il y a des points communs. Il y a le trouble du spectre autistique et en fait le TDAH. Oui. Il y a des points communs qui se ressemblent avec le haut potentiel. Donc l'arborescence aussi du raisonnement. Je lisais ça dernièrement par rapport à l'autisme. Là, vous parlez des Asperger. D'accord. Là, c'est l'Asperger, c'est-à-dire un intérêt particulier, être expert dans un domaine et pouvoir insister dessus. Mais on est quand même loin. On est loin. C'est un enfant qui s'exprime très bien, qui peut lier des relations. C'est vrai que, je reviens sur ce qu'elle dit Stéphanie, le souci chez un enfant surdoué, la difficulté qu'il a à lier des relations, c'est qu'il ne partage pas les mêmes implicites que les autres enfants. C'est-à-dire quand on va raconter une blague, par exemple, où je dis « je nage dans le bonheur », il dit « nager ». Mais pourquoi nager? Mais il n'y a pas d'eau. Donc, il est vraiment au sens terre à terre. Effectivement, et il est au sens littéral du mot. D'accord. Il part au sens littéral du mot. Et ça peut créer il est incompris par ses petits camarades. Un décalage par rapport à ses camarades. Ils vont rigoler d'une blague, lui, il ne va pas rigoler. Il va commencer à poser des questions. On va trouver bizarre. Effectivement, ça crée un sentiment de bizarrerie, de décalage. Et lui, au fur et à mesure qu'il grandit, il commence à sentir cet écart qui se creuse. Et c'est ce qui fait qu'il n'arrive pas à s'adapter au social. Voilà, ça peut créer aussi une baisse de l'estime de soi, de la confiance en soi, du fait qu'il ne soit pas reconnu par ses pairs, qu'il ait du mal à se lier d'amitié avec ses pairs. Et moi qui croyais qu'avoir un enfant surdoué, non, c'est pas du gâteau, non. C'est pas du gâteau, non, c'est compliqué par rapport à l'école. C'est compliqué. Ça dépend, d'accord. On peut trouver des enfants surdoués, ils ne sont pas tous avec des problèmes, mais on peut trouver des enfants surdoués avec dyslexie, dyspraxie, pareil que les enfants ordinaires. Mais il y a aussi des enfants surdoués qui s'en sortent très bien. Oui, il y en a des qui ont ce sentiment de supériorité. De pas forcément cette facilité. Voilà, qui ont un développement homogène, c'est-à-dire leur développement social est le même que leur développement intellectuel. Oui. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à leur structure? Il y a une partie, effectivement. Ou grâce à l'accompagnement des parents? Enfin, il y a les deux. Il y a les deux. C'est-à-dire la stimulation externe est extrêmement importante. D'accord. C'est-à-dire la compréhension de la condition de cet enfant, l'accompagner, lui parler. Bien sûr, il faut à un certain âge lui parler de sa condition, de comment il est, de lui faire comprendre un peu quelles sont ses particularités, quelles sont ses fragilités, pour qu'il puisse faire avec. Ok. Alors, on revient au diagnostic? Oui, très bien. Et en même temps, aux symptômes, c'est pas une maladie, mais aux signaux que doivent qui doivent alerter les parents. Voilà. Chez les tout petits ou chez les... On a commencé par les tout petits, on y va tranquillement. Donc on a dit le langage. Donc il y a le langage, toujours pour les tout petits. Tout à fait. D'accord. En fait, c'est sa capacité aussi à mettre en information des mémoires. Des informations en mémoire, pardon. Donc, vous lui donnez quelque chose très facilement, il le mémorise, il l'intègre, il le réutilise. En fait, c'est ça aussi qui nous intéresse. Après, pour les enfants plus âgés, par contre, il y a aussi ce qu'on appelle les capacités d'abstraction et le raisonnement logico-mathématique. Et tout ce qui va être ce qu'on appelle en fait les fonctions exécutives qui nécessitent en fait la planification organisée. Ça, c'est surtout pour les un petit peu plus âgés, en fait, à partir de 6-7 ans. De 6-7 ans. Ça veut dire qu'ils ont une capacité à s'organiser plus qu'un enfant de 6-7 ans? Ils peuvent plus organiser leurs pensées, ils peuvent plus organiser, en fait, lorsqu'on leur donne un problème mathématique, ils peuvent plus facilement avoir accès à la solution parce que leur raisonnement en fait, est tout à fait adapté. On le voit, en fait, quand nous, on fait passer différents tests, on a un test qui s'appelle les matrices et ils doivent trouver, en fait, l'image qui va compléter une suite logique. Et à ces tests-là, on se rend compte que ces enfants ont des performances très importantes. Mais ces tests-là, c'est ce qui permet de déterminer le QI? Oui. Entre autres. Oui. Ça permet de déterminer le QI et quoi d'autre? En fait, donc dans le QI, ce qu'on utilise nous actuellement, c'est ce qu'on appelle le WISC en fait, et il y a 4 indices.
Et donc ça s'appelle le WISC. Le WISC. Le WISC. C'est le 4 et actuellement il y a le 5. On n'est pas encore au 5, nous. Donc vous avez en fait le raisonnement perceptif. Donc là, c'est ce que je viens de vous parler. Il y a la mémoire de travail. Il y a aussi la compréhension verbale. La compréhension verbale. Là, c'est souvent on observe un pic important au niveau de l'indice de compréhension verbale. Et il nous reste un indice. La rapidité d'exécution. La vitesse de traitement. Voilà. Mais en fait, ces enfants ne seraient pas à l'école, ils seraient très bien dans leur peau. Parce qu'ils se développent, ils ont les capacités de se développer, mais l'école, au bout d'un moment, pour ceux qui sont faits comme ça, l'école les bloque, l'école les ennuie. Il y a un désinvestissement. Il y a un désinvestissement. En fait, ce qui se passe à l'école, c'est qu'on demande à tout le monde de raisonner de la même manière. Au même moment, d'avoir les mêmes. Par exemple, je reviens à ce qu'elle dit Stéphanie par rapport aux raisonnements perceptifs et au raisonnement en général logico-mathématique. Quand le prof, disons, apprend une leçon à ses élèves, il les apprend selon une certaine manière de faire, d'accord, disons, une méthodologie, étape 1, étape 2, étape 3. En fait, ce qui se passe pour l'enfant à haut potentiel, il ne peut pas suivre cette méthodologie parce qu'il a un raisonnement extrêmement rapide, c'est-à-dire il va avec intuition, puisque le cerveau émotionnel est très connecté, d'accord. Donc il répond rapidement, mais sa manière de faire n'est pas du tout la bonne. D'accord ? C'est-à-dire, si on lui demande, il est sûr de son résultat, et le résultat est juste. Mais si on lui demande de revenir sur la méthodologie qu'il a utilisée, il serait incapable ou il utiliserait une méthodologie complètement déviée de ce que a dit le prof. C'est-à-dire, une des thérapies d'ailleurs qu'on fait avec les enfants au potentiel, c'est les stratégies métacognitives. C'est-à-dire, on leur apprend comment passer, disons, de l'arborescence à une pensée linéaire pour pouvoir réussir. Vous leur montrez comment s'adapter, en fait. S'adapter, exactement, comment dompter un petit peu leur pensée et leur apprendre comment passer d'étape à étape. Parce que c'est tellement rapide, en fait, qu'ils n'ont même pas le temps d'avoir conscience de ce qu'ils font. Ça les perturbe ? Écoutez, ça dépend, d'accord, ça dépend. Mais par exemple, pour avoir un enfant que je suis à haut potentiel actuellement, qui est en seconde actuellement, il a toujours réussi sans faire le moindre effort. Arrivé en seconde, là, on le demande beaucoup plus d'efforts. D'accord ? Il est en décrochage scolaire. Il me dit, je me suis bien sortie sans jamais travailler. Là, on me demande de travailler. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas travailler. Il ne sait pas comment faire. Mais pourquoi il ne peut pas continuer sur le même modèle ? Et parce que là, ça se complique. Les exigences ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. C'est beaucoup moins. C'est une spécialisation aussi des matières ? Peut-être, mais c'est juste le goût de l'effort. L'effort, en général, il ne l'a jamais fait. Ça a toujours marché pour lui d'un clin. Mais qu'est-ce qui se passe ? Du jour au lendemain, il devient moins intelligent ? Pas du tout. Bien sûr. C'est une question très bête, je sais. Mais... Non, c'est pas ça. C'est que la manière de faire est toujours pareille. C'est-à-dire la manière dont le cerveau fonctionne est toujours la même. Mais c'est sûr que si c'est un organe qui a besoin de stimulation, on en a parlé dans notre émission, peut-être. Si ce cerveau n'est pas stimulé, si on ne lui donne pas encore des informations extérieures, c'est sûr que les choses... Ok, je vais creuser un peu plus par rapport à ce jeune homme. Dans la vie de tous les jours, quels sont ses centres d'intérêt ? Il doit bien en avoir. Qu'est-ce qui l'intéresse ? Qu'est-ce qui l'intéresse ? Les jeux vidéo pour le moment, d'accord, comme tous les ados. Mais il passe des moments difficiles. Donc, ce n'est pas quelque chose qui le stimule, qui stimule son cerveau. Il n'y a pas de stimulation, en fait. Jusque-là, il a eu des notes grâce à son intelligence, à son intuition, en fait. Et grâce à un capital qu'il a eu à la naissance. Exactement. En faisant le minimum, il a toujours réussi. Donc ça peut s'épuiser ? Bien sûr, si on ne fait pas d'efforts, oui, ça peut s'épuiser. Alors, justement, Stéphanie, à la maison, les parents, est-ce qu'ils peuvent très tôt accompagner des enfants dans le raisonnement, avoir un vrai raisonnement pour pouvoir expliquer un résultat d'une équation, d'une addition, d'une multiplication, enfin voilà. Fadwa disait, ces enfants sont sûrs du résultat, et il est correct, mais n'ont pas la procédure. Ça va être un peu difficile pour les parents. Ils peuvent toujours en fait essayer d'étayer un petit peu ce qui se passe dans la tête de l'enfant avec des mots, en verbalisant. Toutefois, effectivement, les stratégies métacognitives sont là pour répondre un petit peu à cette question-là. Donc, c'est un accompagnement qui va se faire aussi par les parents, mais aussi en cabinet avec l'enfant. Donc, ce qui est important. Je m'explique. Quand je dis stratégie, ça veut dire est-ce que les parents, à travers des questions, un questionnement, peuvent pousser à la réflexion, pousser cet enfant
à détailler sa réflexion. C'est possible ? Bien sûr. C'est dans ce sens-là, je disais que d'étayer un petit peu son raisonnement. Ça. Voilà. Ça va être très compliqué pour lui de décrire ce qui se passe. Par contre, si le parent lui dit « Est-ce que tu es passé par telle ou telle étape ? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Est-ce que tu peux m'expliquer ?» C'est dans ce sens-là. On revient sur ce point, juste après une courte pause, parce que c'est très important aussi. Mesdames, à tout de suite. Allez, de retour sur le plateau d'On se dit tout dans quelques instants. Sur Média TV, on reprend notre discussion sur ces enfants surdoués. Si vous avez jusque-là pensé qu'un enfant surdoué était un enfant forcément qui s'en sortait très bien dans la vie, eh bien justement, nous sommes là pour tordre le cou à ces idées reçues parce que certains enfants en décrochage scolaire peuvent être en effet surdoués, mais sont mal orientés, sont mal canalisés, sont mal accompagnés. Avec nous pour en parler, deux spécialistes. Fedwa Barada, psychologue clinicienne. Peut-être bientôt une spécialité, psychologue clinicienne. Et Stéphanie Francom, neuropsychologue. Mesdames, merci beaucoup. Je rappelle juste aussi qu'on a aussi une interview santé à la fin avec le docteur Gabriel Lasserie sur un traitement non invasif des varices. C'est un autre sujet, ça vient dans quelques instants. Allez, on revient sur l'accompagnement des parents. On parlait de ce point-là il y a quelques instants, Stéphanie. Comment les parents peuvent aider leurs enfants à structurer leurs idées face à vraiment avoir une logique de réflexion. Parce que ces enfants surdoués ont la réponse, mais n'ont pas la stratégie pour l'expliquer. Comment ils peuvent les accompagner ? Voilà, donc ils leur posent des questions sur un petit peu ce qui se passe dans leur tête quand ils imaginent quelque chose. On peut les accompagner à travers la créativité aussi. Le dessin ou l'art-thérapie. On peut les accompagner en fait sur le plan affectif, c'est-à-dire établir très tôt avec ses enfants une communication, verbaliser, lui dire que tout à l'heure, comme Fedwa expliquait, voilà, toi tu es un enfant qui a des capacités un peu supérieures à la norme, ça induit que parfois, voilà, peut-être tu es un petit peu différent de tes camarades, mais c'est pas pour autant que tu n'es pas aussi bon qu'eux, que tu vas pas réussir. Bien sûr. On va revenir sur ce point dans quelques instants, mais étayer. J'aimerais bien qu'on creuse un petit peu. C'est-à-dire, un enfant, vous lui dites, je ne sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, je n'ai pas la réponse, on va lui dire 2000 fois 555 000 fois je ne sais pas quoi, et forcément, il donne la réponse. Et une réponse exacte et juste. Comment on peut l'aider à l'expliquer ? Ça va être un peu compliqué. On peut lui demander qu'est-ce qui se passe dans ta tête, comment ça se fait que tu arrives à calculer aussi vite. Explique-nous les étapes que toi tu as pu identifier selon toi en fait. C'est important de lui faire décortiquer. Déjà, ça lui permet d'avoir un recul par rapport à ce qui se passe dans sa tête. C'est ça, ouais. C'est un peu, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a un étayage, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans sa tête, il ne sait pas très bien ce qui se passe, le parent lui pose des questions, ou même ça peut être l'enseignant ou même quelqu'un d'autre. Et du coup, il a un recul, il se dit, voilà, j'ai commencé par telle opération en premier. Certains, ils fonctionnent différemment, c'est-à-dire qu'ils voient des couleurs dans leur cerveau et ils se disent, voilà, cette couleur-là, ça me fait penser à tel chiffre. Donc, c'est tellement implicite, vous voyez, que c'est très, très difficile aussi à étayer. Ça ressemble à ce qu'on voit dans les films ? Pour Anne Redman. Toujours. Quand vous avez parlé des couleurs et de l'association avec les chiffres et les opérations, on a l'impression que c'est comme ça que dans les films, ils vont imager ce qui se passe dans la tête d'un enfant surdoué. C'est un peu ce qui avait été décrit en fait chez une personne souffrant de troubles autistiques, Asperger, qui expliquait que voilà, pour elle, c'était très très facile de faire des opérations et que dans sa tête, effectivement, elle ne voyait pas des chiffres, elle voyait des couleurs et chaque couleur correspondait à un chiffre. Donc ça se passait comme ça dans sa tête, mais elle ne pouvait pas expliquer exactement. Pourquoi ? Pour elle, ça se passait comme ça aussi pour tout le monde. D'accord. Mais ce n'était pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas. Alors, justement, ça c'est pour permettre à l'enfant de prendre conscience de ce qui se passe. Maintenant, tout ce volet affectif est très important. Et il y a aussi, on a du mal à le croire, mais on a du mal à croire qu'un enfant surdoué puisse souffrir. Parce qu'on a l'impression que la souffrance, c'est bien... c'est pour les autres. C'est pour les autres, c'est vrai, c'est pas pour les surdoués. Alors, justement, dites-nous ce qui se passe dans la tête de ces enfants. Et parfois aussi, on dit qu'ils ont une attitude assez froide, assez bizarre. Ils ne sont pas comme les autres.
Écoutez, comme j'ai dit, on l'a répété plusieurs fois peut-être dans cette émission, c'est-à-dire avoir un enfant à haut potentiel ou surdoué, comme on le nomme, c'est deux volets extrêmement importants. C'est bien sûr l'intelligence, disons, intéressante au niveau du QI, c'est-à-dire à 130 et plus, d'accord, mais à côté, et obligatoirement un développement émotionnel, affectif particulier. C'est ça, c'est comme ça qu'on détermine un enfant au potentiel. Jamais le QI n'est suffisant, d'accord, pour déterminer que c'est un enfant au potentiel. Bon, ce sont ces enfants, comme on dit, qui ont, disons, un sentiment d'injustice très très fort. C'est-à-dire, si jamais vous lui promettez quelque chose, il va s'en rappeler, et si vous ne tenez pas votre parole, il va faire toute une crise, d'accord. Et les parents et les enseignants aussi n'arrivent pas à comprendre comment ça se fait qu'il y a un énorme décalage entre cet enfant qui peut parler de sujets extrêmement élaborés et beaucoup plus avancés par rapport à son âge, et être aussi fragile et disons, faire attention autant de détails. Mais c'est ça, c'est parce que le développement émotionnel n'est pas aussi développé que le C'est presque un manque de maturité émotionnelle. C'est un manque de maturité, mais peut-être il vit son enfance, c'est-à-dire un enfant de 4 ans qui est très savant, d'accord, et il vit son développement psycho-affectif d'un enfant de 4 ans. C'est-à-dire que si on il faut le respecter aussi. Il faut le respecter. C'est-à-dire que c'est un enfant aussi qui ne supporte pas l'injustice non plus, qui ne supporte pas, comme j'ai dit, qu'on lui promet des choses et qu'on ne le fasse pas. Il a du mal à gérer la frustration. Et ils ont beaucoup de mal à gérer la frustration, effectivement. C'est-à-dire c'est quand ils sont mal et quand on leur dit non, d'accord, c'est vraiment l'éclatement en sanglots, c'est les crises et tout ça. Et ce sont des enfants, comme dit tout à l'heure, qui sont tout le temps en ascenseur émotionnel. Ils sont bien, ils sont pas bien, ils sont bien. Et donc, du coup... C'est des enfants qui peuvent faire facilement des dépressions nerveuses ? Oui. Ils sont très fragiles au niveau émotionnel. Et puis, s'ils avancent dans l'âge, et si, bien sûr, ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas étayés, et ils n'ont aucune, disons, visibilité sur leurs conditions, et l'écart se creuse, d'accord ? Et donc, les copains ne sont pas sympas à l'école. On dit, ce taré mental, ce fou, c'est ce mongolien. Donc, on peut les nommer comme ça, et ils peuvent beaucoup souffrir de ça. Pourquoi ? Parce que quand on rigole de quelque chose, lui, il ne rigole pas. Il ne comprend pas. Quand on lui pose une question, il reste blême. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas quoi vous répondre. Il a trop de réponses. Il a trop de réponses en tête. C'est pas parce qu'il n'a pas compris. C'est-à-dire, si on a une phrase où il y a un double sens, où il y a une métaphore... Il ne va pas comprendre le double sens. Il ne va absolument pas comprendre. Il va se tenir au sens littéral du mot. Et ça crée vraiment un clivage énorme. Est-ce que ça peut être aussi un problème au sein d'une fratrie, le surdoué ? C'est-à-dire que... Est-ce qu'on risque de creuser un écart entre lui et ses frères et sœurs ? Dans le sens où on va se dire, il a une particularité, on va le traiter différemment, on va lui donner une place particulière. Donc, non seulement il n'est pas compris à l'extérieur, mais même à la maison, peut-être que ça crée des jalousies entre frères et sœurs, ça crée des rancunes. C'est peut-être important aux parents d'essayer d'accompagner cet enfant effectivement avec la particularité tout en gérant aussi la fratrie, c'est-à-dire ne pas faire comprendre à la fratrie qu'on s'occupe que de celui-là parce qu'il a cette difficulté ou parce qu'il a cette particularité. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une tare non plus, d'accord ? C'est juste une manière différente de penser, c'est tout. S'il est bien accompagné, il y a une équipe pédagogique derrière, tout se passe bien en général. C'est ça. Mais il faut l'équipe spécialisée. Maintenant, en France, et je sais partout en Europe et aux États-Unis, et au Canada surtout, ils ont mis des classes spécialisées, d'accord, des enfants au potentiel. Donc, ils vont à leur rythme, tous les professionnels autour sont, disons, très bien formés sur leurs conditions. Ça se passe plutôt bien. Mais bon, après, c'est une vision différente, par exemple, mais ça les éloigne des autres, exactement. C'est-à-dire que ça reste des enfants hors normes. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup du QE également, le quotient émotionnel. Absolument. Pendant longtemps, on a parlé uniquement du QI. Et on sait que l'intelligence émotionnelle aussi, aujourd'hui, est vraiment valorisée, très importante. Est-ce que ces enfants ont un déficit? Autant le QI est important, autant le QE serait plus faible. Il peut y avoir des disparités, mais parfois c'est plutôt homogène. C'est ce que je décrivais tout à l'heure, en fait, dans le profil homogène et non hétérogène. Dans le profil homogène, le développement social, affectif et intellectuel est tout à fait le même. Mais dans la partie hétérogène, en fait, effectivement, il peut y avoir en fait un développement affectif qui soit un peu moindre que le développement intellectuel et qui peut donner un petit peu ce que donnait en fait Fedwa, des comportements immatures. C'est ça. Ça peut donner lieu à des comportements immatures. Est-ce qu'en même temps, par rapport à cette appellation, on en a parlé tout à l'heure, mais si c'est possible qu'on revienne dessus, est-ce que par rapport à cette appellation de surdoué, au bout d'un moment, cette intelligence prend le dessus sur l'émotionnel? On va dire,
on va prendre l'exemple des enfants qui ont une homogénéité entre les deux, mais au bout d'un moment, l'intelligence prime sur l'émotionnel et prime sur l'empathie même. L'empathie vis-à-vis des autres. Je suis plus intelligent que l'autre. Est-ce que ça peut arriver ? Dans la tête d'un enfant à haut potentiel, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il se voit différent, mais pas forcément dans le sens, enfin dans le meilleur, enfin pas se sentir meilleur en fait. Il se sent surtout différent à la base, ce qui peut créer en fait un sentiment, enfin une baisse de l'estime de soi, une baisse de la confiance en soi. Ils ne sont pas tous dans cette idée de se dire voilà c'est trop facile pour moi, les autres sont nuls, etc. Ils sont plus, nous on reçoit plus en cabinet des personnes, enfin des enfants qui en souffrent en fait de cette particularité. Alors, pour finir, quand on parle d'enfant surdoué, c'est aussi un adulte plus tard surdoué. Oui. Et donc, si l'enfant a été accompagné, s'il a canalisé sa douance, s'il l'a structuré, il peut bien l'utiliser, c'est tant mieux. Mais s'il n'a pas été accompagné, c'est que forcément, ça en fait un adulte toujours perdu. Est-ce qu'aujourd'hui, un adulte peut suivre ces tests et découvrir... Complètement. C'est possible ? Complètement. Oui, on peut détecter un haut potentiel même chez un adulte. Il y a plusieurs, disons, parents en séance qui se sont, disons, quand on a donné le diagnostic, d'accord, ça les a fait réfléchir sur leurs conditions parce que, comme je vous ai dit, ils disaient qu'ils se retrouvaient un peu dans leur enfant. Donc, ils sont partis consulter après et finalement, ils ont compris qui ils étaient et pourquoi ils réagissaient de la sorte et ça a réglé pas mal de problèmes de couple aussi parce que la femme ne comprenait pas un petit peu pourquoi le mari réagissait de cette manière-là. Mais en même temps, est-ce que ça fait forcément des adultes qui réussissent très bien leur vie professionnelle ? Non, pas forcément. Il y a de tout. Il y a des menuisiers surdoués, il y a des plombiers surdoués, il y a des médecins surdoués, il y a de tout. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Il y a encore tellement de questions, mais on me signe et on me dit qu'il faut arrêter. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Fadoua Barada, psychologue clinicienne, Stéphanie Francom, neuropsychologue, toutes les deux mesdames à Casablanca. Et moi, je reste avec les téléspectateurs. On va parler traitement varices, c'est pas glamour, mais c'est important. Allez, à tout de suite. Allez, tout de suite, l'interview santé. Je suis en compagnie du docteur Gabriel Lasri. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes chirurgien vasculaire et vous êtes spécialisé dans les traitements non invasifs et mini-invasifs des varices. Tout à fait. Alors, docteur Lasri, dites-nous, est-ce que les varices sont un motif de consultation récurrent ? 70% de la population féminine a ou aura des varices dans sa vie. C'est favorisé par les traitements hormonaux, par les grossesses et par la sédentarité. Donc c'est un motif de consultation pour deux raisons. Soit pour un problème esthétique, bien sûr, ou par un problème physiologique de douleur, de gonflement des jambes. Donc c'est un motif de consultation fréquent. Les hommes aussi en sont porteurs, mais moins. D'accord. Alors vous dites que c'est un motif de consultation fréquent. Est-ce que la chirurgie reste la meilleure prise en charge des varices ? Non. Tout dépend du stade de la maladie. Par exemple, à ce stade-là, sur cette photo, on voit deux choses. On voit une petite boule en haut qui est une varice et des petits filaments bleus, un petit peu rouges. Ce sont des varicosités. D'accord. Et donc cette photo est intéressante parce qu'elle a les deux formes de la maladie. Les varicosités, c'est un traitement médical. C'est soit du laser cutané qui les fait disparaître, soit ce qu'on appelle des microscléroses. Parce que vous voyez en bas, on a l'impression d'avoir un petit arbre. Il y a un tronc et puis des petites branches. Donc il suffit de faire une mini-injection, ce qu'on appelle une mini-sclérose, dans le tronc, et la petite varicosité disparaît. Mais quand vous dites laser, pardon de vous interrompre, quand vous dites laser, le laser agit sur la surface de la peau. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? À l'intérieur, sous la peau. Sous la peau, donc il y a juste sous la peau la petite varicosité. Elle est brûlée. D'accord. Et elle disparaît au bout de quelques jours. Et en haut, vous voyez ces boules. Tout à fait. Alors ces boules, ce sont des vraies varices. Alors pour ces vraies varices, il y a deux types de traitements. Là, elles sont assez volumineuses. Elles ont plus de 3 mm. Donc, quand il y a plus de 3 mm, il faut faire ce qu'on appelle un Doppler-échographie. Le Doppler-échographie, c'est comme une échographie gynécologique, une petite sonde qu'on passe sur la peau,
et qui renseigne sur la profondeur et sur l'alimentation de cette veine. Okay. Cette forme-là est plutôt une forme chirurgicale parce qu'elle a plus de 3 mm. D'accord. Forme chirurgicale, c'est-à-dire qu'il faut l'enlever de la façon la moins traumatique possible. Quand vous dites chirurgical, il faut l'enlever, pourquoi il faut les enlever? Au-delà de l'aspect esthétique. Alors, il faut l'enlever pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle peut, comme le sang circule très lentement à cet endroit-là, le sang peut se déposer et faire un caillot, ce qui est une phlébite. Tout à fait. Et que dès qu'il y a un reflux, c'est-à-dire que le sang, qui normalement doit remonter du pied vers la racine de la cuisse, ne peut plus remonter, ça entraîne des douleurs. Parce que la jambe gonfle, les liquides ne remontent plus, donc on conçoit très bien que ça puisse gonfler. Donc il faut l'enlever soit parce que ça fait mal, ça parce que c'est un véritable danger. Voilà. Mais il faut qu'il y ait une symptomatologie. Sinon, le traitement médical peut être efficace. Le plus important dans le traitement médical, c'est la contention, donc les bas, mais c'est souvent difficile à porter, et le sport. Pourquoi le sport? Parce que pour que le sang remonte, on conçoit bien qu'il ne peut pas remonter tout seul. Il faut qu'il y ait une pompe, et la pompe, c'est le muscle du mollet. Ce muscle du mollet, il faut le contracter. Pour le contracter, il faut courir, nager, faire du vélo, par exemple. Tout ce qui va stimuler le bas du corps. Voilà, mais sans choc. C'est-à-dire que tous les sports qui comportent des sauts sur place, eux, on conçoit bien aussi que ça fait redescendre le sang. Courir, c'est un choc quand même. Courir, c'est bien, mais il faut courir en courant bien. C'est-à-dire en déroulant bien le pied, avec de bonnes chaussures pour qu'il y ait un amorti. Et il ne faut pas non plus courir sur le bitume. Là, on voit bien que les gens courent sur un terrain souple. D'accord. Un terrain souple, donc pas de goudron, pas de bitume. Pas de goudron et puis de bonnes chaussures, comme on voit là. Des chaussures épaisses, une bonne semelle. Épaisses, avec une bonne semelle, un appui, puis il faut savoir courir. C'est le spécialiste qui le dit. Alors, quand on parle de chirurgie non invasive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'opère pas? Si. Enfin, il peut y avoir les deux. La chirurgie traditionnelle, qui est une chirurgie qui date maintenant de quasiment un siècle, est une chirurgie agressive sous anesthésie générale ou péridurale. C'est ce qu'on appelle le stripping. Ça, c'est la chirurgie courante. Il faut abandonner ce type de chirurgie parce que ça donne des récidives, donc les varices reviennent, ça fait mal, on ne peut pas marcher tout de suite. Elles ont mauvaise réputation, Elles ont très mauvaise réputation. Par contre, depuis une quinzaine d'années en Europe, on a une chirurgie différente, qui est une chirurgie qui se fait sous anesthésie locale pure. C'est-à-dire, comme chez le dentiste. Quand vous allez chez le dentiste, on vous endort uniquement la dent. Tout à fait. Et là, on fait exactement la même chose, on endort autour de la veine, que la veine. L'avantage, c'est de décoller la veine qui va flotter dans ce liquide, donc ça c'est une chose simple, et la pression du liquide que l'on met autour va la fermer. Donc il n'y aura plus de sang à l'intérieur. Donc quand on va l'enlever avec un petit crochet, comme un petit crochet de dentelle, c'est ce qu'on appelle une phlébectomie esthétique. La veine vient toute seule puisqu'elle est décollée. On peut la faire sortir par une mini-incision de 1 mm, puisqu'elle est vide, c'est comme du papier cigarette. D'accord. Et on n'a pas besoin de faire les grandes incisions. Mais dans ce cas-là, c'est quoi la différence avec scléroser une veine pour la retirer? Alors, scléroser une veine, c'est ça. C'est ça, injecter un produit qui va irriter la paroi et qui va la fermer. Donc ça c'est bien pour les veines de moins de 3 mm et des veines qui n'ont pas une alimentation importante. Parce qu'on conçoit bien que si on sclérose une petite veine et qu'on la ferme, mais que le robinet qui est au-dessus continue de fonctionner, à ce moment-là, le robinet va refaire venir du liquide, du sang, et ça va se reproduire. Donc, la sclérose, c'est un excellent traitement pour les petites veines et c'est un excellent traitement de complément de la chirurgie. C'est-à-dire que la chirurgie va enlever ces grosses veines et puis les petites vont être piquées avec cette petite aiguille. Mais lorsqu'on enlève des veines grosses ou petites, et si elles étaient là, c'est qu'elles avaient une fonction. Tout à fait. Lorsqu'on les enlève, ce robinet, finalement, il diffuse où? Vers le bas. Vers le bas. Alors, effectivement... Dans le vide? Dans votre question, il y a deux choses importantes. Un, il faut garder les veines saines. Les veines saines, il faut les garder parce qu'elles peuvent servir pour faire un pontage coronaire, par exemple.
Par contre, une veine qui a été dilatée simplement par une pression veineuse, la pression veineuse est très faible par rapport à la pression artérielle. Si on la met pour un pontage coronaire au niveau des coronaires, ben la veine va exploser puisque la pression du cœur est forte. Donc on peut enlever, et il faut enlever les veines malades. Alors, par où va passer le sang? Parce que c'est ça la question. C'est ça la question, tout à fait. La question Quand on enlève la veine, qu'est-ce qui se passe? On enlève la veine par où? Alors la veine, c'est une collatérale. C'est une collatérale. La vraie voie profonde est une voie qui est contre l'os. C'est ce qu'on appelle la veine fémorale ou la veine poplitée. Et ça, c'est le conduit central. Alors, quand on a deux circuits, que l'un circuit ne marche pas et qu'on n'a pas la jambe gonflée, énorme, un peu comme un éléphant, c'est que le sang passe déjà par l'autre circulation. Sinon, la jambe serait gonflée. D'accord. Mais ça, il faut le contrôler avant de faire la chirurgie par ce fameux écho-Doppler. Alors là, on montre que la jambe est gonflée puisque quand on appuie, le doigt s'enfonce un petit peu. D'accord. Mais on va dire, c'est une situation quasi fréquente. Le gonflement des jambes, quand il y a des varices, c'est fréquent. C'est fréquent. C'est fréquent parce qu'on voit bien en bas que les veines sont dilatées. Elles sont dilatées parce que le sang est descendu et qui s'est bloqué en bas et c'est pour ça que ça gonfle comme un ballon. Mais à ce stade-là, parce que là, c'est des petites varices qu'on voit au niveau de la cheville. Oui, mais vous en voyez une en haut. En haut, absolument, sur le côté. Absolument. Et si on en voit une en haut, c'est qu'il y en a encore une plus grosse en haut. Est-ce qu'on peut ne pas les voir? Est-ce qu'elles peuvent être cachées? Alors, chez les personnes obèses, oui, mais... parce qu'elles sont dans la graisse. Mais chez des gens minces avec une jambe qui n'est pas très gonflée, c'est rare qu'on ne les voit pas. D'accord. Donc, quand il y a une varice... Dans 90% des cas, on la voit. Elle est visible. Elle est visible, tout à Alors, fait. par rapport à cette prise en charge, à ce traitement mini-invasif, le premier faisait qu'il y avait récidive. Pourquoi celui-ci garantit le non-retour des varices? Est-ce qu'il le garantit vraiment? C'est jamais une garantie. D'accord. C'est en médecine, rien ne peut être une garantie. C'est pas une science exacte comme la mathématique. C'est une science où il faut mettre les moyens, le maximum de moyens pour avoir un excellent résultat. Alors pourquoi? Pour deux raisons, le résultat est meilleur. D'abord parce que l'on fait ce qu'on appelle un Doppler échographie de repérage. La veille de l'intervention, l'angiologue, et non pas le chirurgien parce que ce n'est pas son métier, l'angiologue qui est le spécialiste du Doppler échographie, va dessiner sur la peau du malade le plan. Une cartographie. Une cartographie, c'est le mot, tout à fait, avec la taille de la veine, sa profondeur, les anomalies, parce qu'il y a beaucoup d'anomalies de position des veines. Et cette cartographie va permettre au chirurgien de faire des mini-incisions puisqu'on sait exactement où est la veine. Donc le taux de récidive, puisqu'on est orienté par ce repérage, est parfait. D'autre part, dans la mesure où l'anesthésie locale a permis de fermer la veine et qu'il n'y ait pas de sang du tout, on voit parfaitement bien et on a une chirurgie élective. Mais ça, c'est nouveau? Ça ne se faisait pas avec la chirurgie lourde? Dans la chirurgie lourde, ce que font les chirurgiens, c'est un repérage à la main. Parce que le Doppler échographie n'est pas leur habitude ni leur métier. Et le repérage ne sert pas à grand-chose à ce moment-là, parce que le stripping est une intervention très hémorragique. Donc la visualisation n'est pas la même. D'accord. Mais si on introduisait le Doppler dans le stripping, on aurait moins de récidive. On aurait moins de récidive. Mais on aurait toujours les mêmes douleurs, parce que on ne l'a pas expliqué, mais c'est très important de dire que le stripping est une chirurgie par l'extérieur de la veine. C'est-à-dire que l'on passe un câble avec une boule plus grosse que la veine, et donc au moment où on va extraire la veine va se plier sur cette boule, et ça va arracher la graisse et les nerfs. Donc ça saigne, ça entraîne des hématomes, et ça donne des douleurs. La chirurgie mini-invasive, elle est peu invasive, et on passe à l'intérieur de la veine. Donc on ne touche absolument pas au tissu autour sur une veine vide. Donc il n'y a pas d'hématome, et comme il n'y a pas d'hématome, il n'y a pas de douleur. Et quand on sort la veine, elle ne va pas agresser les tissus environnants? Dans la mesure où on la sort par l'intérieur de la lumière, on ne touche pas au tissu autour, puisqu'on a tout un cylindre de liquide autour qui a repoussé les tissus autour. Je ne sais pas si je suis bien clair. En tout cas, on vous suit.
Oui. Vous nous dites que c'est moins lourd, c'est moins invasif. Tout à fait. Ça détruit moins les tissus environnants et on peut ressortir sur pied? Bien sûr. Le jour même? Bien sûr, en marchant, avec uniquement des bas et sans douleur, enfin, avec un tiraillement, mais sans vraie douleur. Les patients parlent de tiraillement, justement. Exactement. Pas de douleur, mais de gêne et de tiraillement. Voilà. Qui peut durer une dizaine de jours. C'est ça. Pour donner un exemple, après un stripping, un professeur, qui est un professeur qui travaille debout, reprend son activité au bout de 3 semaines, 1 mois. Okay. La durée moyenne d'incapacité professionnelle d'un enseignant est de l'ordre de 2 à 5 jours. Avec la chirurgie mini-invasive. Mini-invasive. C'est-à-dire qu'il porte des bas, il a ce tiraillement, mais au bout de quelques jours, il reprend 50% du temps, on va dire. Ah non, beaucoup plus. Beaucoup plus. Sur les grandes statistiques, durée moyenne d'arrêt de travail de 2 à 8 jours. C'est sur des statistiques de plus de 5000 malades en France ou ailleurs. Donc on va dire que c'est vraiment l'avenir de la chirurgie vasculaire? C'est le grand présent. C'est le présent déjà, ou ce devrait être le présent, et bien sûr c'est l'avenir. Merci beaucoup, docteur Gabriel Astry, d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos studios ici à Rabat. Merci. Merci à vous. Très bonne continuation. Merci beaucoup. Et très bonne suite des programmes sur Média TV. Merci à toutes et à tous en régie. Et merci à vous, cher public et chers téléspectateurs, pour votre fidélité. À bientôt. Au revoir.